J'ai le plaisir de présenter lors de l'ACC les résultats de Flower-MI. Alors Flower-MI, c'est une étude académique qui s'est focalisée sur la prise en charge des lésions associées à la lésion coupable dans les infarctus avec sus-décalage du segment ST. Et l'hypothèse principale de cette étude, c'était de démontrer une supériorité d'une stratégie de revascularisation guidée par la mesure de FFR sur ces lésions associées par rapport à un groupe de référence qui est une angioplastie guidée par les résultats angiographiques simplement. 1171 patients ont été randomisés au cours de 2 ans, avec globalement 41 centres français qui ont participé à cet essai. Le critère principal de l'essai est un critère composite qui associe les décès toutes causes, les récidives d'infarctus et les hospitalisations pour les revascularisations en urgence à 1 an. Le résultat principal de l'essai, c'est que la stratégie FFR ne fait pas mieux que la stratégie de revascularisation guidée par les résultats angiographiques. Alors, il n'y a aucun signal en faveur de la FFR sur tous les critères qui composent le critère principal, mais également sur les critères secondaires. Et on avait ajouté à cet essai une analyse médico-économique. Et dans les résultats de Flower-MI, eh bien, la stratégie FFR est plus onéreuse que la stratégie conventionnelle. Et ça, c'est une nouveauté qui n'est pas jusqu'à présent rapportée. Si on résume les résultats principaux de cet essai, finalement, la FFR ne fait pas mieux que la stratégie conventionnelle de l'angioplastie guidée par le résultat visuel de l'angiographie, et elle coûte plus cher. Donc, est-ce qu'il faut mettre la FFR à la poubelle ou pas dans cette indication? Je ne suis pas convaincu, mais à mon sens, il ne faut pas l'utiliser de façon systématique et il faut la réserver uniquement en cas de lésion intermédiaire. Bon, Guillaume, quelle est la place de la FFR aujourd'hui? Est-ce que cette étude remet en cause la FFR? Alors, le premier point, le premier commentaire que je ferai, c'est saluer le travail d'Étienne Pumira qui a pu mener à bien avec son groupe cet essai qui est un PHRC avec une publication simultanée. Donc, je crois que c'est le premier point, une belle étude française et ça, on est tous ravis de cette réussite. Deuxièmement, la FFR, il faut rappeler qu'elle a un bénéfice qui a été prouvé lorsqu'elle guide la revascularisation de la maladie coronaire stable ou du NSTEMI, et dans le cadre de l'infarctus avec sus-décalage. Donc, cette étude a montré qu'il n'y avait pas de supériorité par rapport à une stratégie guidée par l'angiographie. Donc, je crois que ça ne veut pas du tout dire que la FFR est finie, mais dans cette indication particulière de la revascularisation de la lésion non coupable, elle ne doit pas être utilisée à titre systématique, mais peut être réservée uniquement à des cas très particuliers de lésions qui sont très peu serrées angiographiquement, peut-être des lésions qu'on ne serait pas amené à revasculariser, mais pour la majorité des lésions, il faut revasculariser, s'occuper des lésions non coupables après un infarctus. Et ce sont des choses qu'on avait déjà prouvées dans PRAMI, dans l'AMI 3. Il faut s'occuper des lésions non coupables après un infarctus avec sus-décalage. Martine, un autre commentaire. Quelles sont les limites de la FFR aujourd'hui? Alors, je partage les commentaires de Guillaume. C'est une étude magnifique, publiée dans le New England. Donc, et en fait, c'est la plus grosse étude dans le domaine. C'est-à-dire que toutes les études précédentes, c'était des toutes petites quantités de patients. Ils mettaient des années pour inclure. Eux, ils ont inclus très rapidement, donc 1200 patients en 2 ans. Donc, c'est remarquable. Donc, les limites de la FFR, eh bien, on voit que sur ces patients qui ont des plaques multiples, post-infarctus, dont on sait que certaines sont instables, même si angiographiquement elles ne le montrent pas, eh bien la FFR dans ce cadre-là n'a pas sa place, puisque ces lésions instables, elles sont instables, donc elles peuvent évoluer, et ce qui explique la divergence des courbes qui va survenir à partir du 8e mois, c'est très caricatural. Donc, ce sont peut-être ces plaques instables qui ont été négatives sur le plan de la FFR, mais qui ont évolué vers un infarctus à distance. Donc, je pense que la FFR n'a pas sa place pour évaluer les plaques instables, et on sait que dans l'infarctus, il y en a pas mal. Par contre, elle a toute sa place dans la phase chronique, et elle est même indispensable avant une revascularisation. Alors, on a 2 questions là. Est-ce que, d'abord une question relative à cette étude, est-ce que le taux faible d'événements peut-il expliquer les résultats? Alors, effectivement, le taux est plus faible que le taux attendu. Le taux a été calculé sur les données de PRAMI de l'AMI 3, donc des données avec des taux d'événements plus importants. Là, le taux d'événement est plus faible qu'attendu, mais malgré tout, il aurait fallu avoir 8000 malades pour pouvoir démontrer une différence. Donc, certes, elle est un petit peu sous-taillée, mais probablement que ça n'aurait pas changé les résultats cliniques de cette étude.
Et puis une autre question, mais finalement, vous y avez répondu tous les deux, est-ce que cette étude va changer les pratiques quant à l'utilisation de la FFR? Vraisemblablement pas, non? Non, dans le syndrome coronaire chronique, ça c'est une certitude, elle est indispensable. Donc, lorsque le patient n'a pas eu de test ischémique suffisant, il faut lui faire, et qu'on ait 2 ou 3 vaisseaux malades, il faut faire la FFR. Donc ça ne remet absolument pas en question. La seule chose, c'est dans la phase aiguë d'un infarctus, est-ce que la FFR a une place aussi importante que dans le syndrome coronaire chronique? Je ne pense pas. Allez, on avance. On avance et on est dans la maladie coronaire. On va parler de traitements anti-agrégants. Il y a eu plusieurs études qui ont été présentées, à la fois à propos d'aspirine, à propos de désescalade du traitement, à propos de monothérapie. Guillaume, est-ce qu'on peut résumer ces différentes études? Merci Serge. On va essayer de faire un résumé rapide pour voir ces différentes études. On va commencer par la première étude, une étude typiquement américaine avec une question américaine qui est l'étude Adaptable, qui est une question importante sur la dose d'aspirine. Diapositive suivante. Donc, cette étude c'est de l'aspirine, donc avec des patients qui avaient une maladie vasculaire ou coronaire connue, avec un critère d'enrichissement. Et la question était posée, faut-il, et c'était une caractéristique assez américaine, utiliser des fortes doses d'aspirine, à savoir 325 mg ou 80 mg, une étude randomisée, conduite de manière très pragmatique, avec des recrutements qui étaient très particuliers en termes de recrutement, et aussi des suivis tout à fait pragmatiques en termes d'événements cliniques. Diapositive suivante. Donc, lorsqu'on regarde les résultats de cette étude sur le critère principal d'efficacité, qui était un critère décès toute cause, hospitalisation pour infarctus ou accident vasculaire cérébral, les deux doses font exactement jeu égal. Et il n'y a pas non plus de différence en termes d'hémorragie. Ce qu'on peut simplement noter, et c'est important, c'est que les gens qui avaient la forte dose avaient une compliance globalement à la dose et au traitement qui était moins bonne que la faible dose. Voilà, donc une étude importante publiée dans New England et qui amène un résultat important, surtout pour nos collègues américains et un peu moins pour les collègues français, pour lesquels on a toujours comme culture d'utiliser des faibles doses d'aspirine. Diapositive suivante. Voilà, donc deuxième étude sur les antiagrégants. Beaucoup d'études coréennes en ce moment sur les antiagrégants, une étude sud-coréenne, Host Exam, qui va se poser la question, en prévention secondaire, faut-il utiliser, après une revascularisation, en monothérapie, bien après la revascularisation, aspirine ou clopidogrel. Diapositive suivante. Vous avez donc le dessin de cette étude. Donc, c'est des patients qui avaient eu une angioplastie et 6 à 18 mois après l'angioplastie, 5000 patients recrutés dans 37 centres de Corée et on randomisé chez ces patients aspirine pendant 24 mois versus clopidogrel pendant 24 mois. Diapositive suivante. Et cette étude sur le résultat principal, qui est un résultat composite événement ischémique, événement hémorragique, une supériorité du clopidogrel sur l'aspirine, sur ces malades qui sont des malades, je rappelle, uniquement recrutés en Asie. Et pour finir, donc il y avait aussi un signal avec moins d'hémorragie aussi avec le clopidogrel par rapport à l'aspirine, ce qui n'était pas forcément attendu et peut-être par des effets hémorragie gastro-intestinale qui étaient moindres avec le clopidogrel qu'avec l'aspirine. C'est une étude importante publiée dans Lancet et qui amène une réflexion sur la monothérapie avec toujours cette discussion clopidogrel ou aspirine au long cours chez un patient coronarien qui a été revascularisé. Peut-être, Guillaume, le fait que cette étude soit coréenne nous amène à tempérer un peu ces résultats. Oui, effectivement. Alors, pourquoi? Parce que, il y a le paradoxe asiatique qui est connu, c'est-à-dire que c'est des patients qui font peu d'événements. Et paradoxalement, on sait que c'est des patients aussi, si on regarde le cytochrome 2C19 qui métabolise le clopidogrel, il y a plus de patients qui sont porteurs d'un allèle défaillant. Donc, c'est une population qui ne se comporte pas tout à fait pareil que les populations européennes ou américaines. Et on a du mal à extrapoler exactement ces résultats avec les caractéristiques des patients recrutés dans notre pratique quotidienne.